Je pense que ce qui m'a poussée vers ce combat, c'est de venir d'une longue lignée de personnes qui se battent contre l'injustice à des niveaux différents. Et vous le voyez, je suis un peu émue. C'est l'anniversaire du décès de ma mère. Ça fera 9 ans qu'elle nous a quittés. Et ma maman était une jeune dame, mandingue, saucée, comme on dit ici, qui était prédestinée à faire ce qu'on appelait le mariage doré. Je vous traduis directement du mandingue. Et le mariage doré, c'est épouser le frère de votre mère. Donc ma mère avait une quinzaine d'années, mon père me corrigera, et elle devait épouser son oncle. Et elle est allée s'occuper en bonne cousine du premier-né de sa cousine. Et quand elle est allée faire ça, le petit frère du mari de la cousine est venu rendre visite au nouveau-né et a vu ma maman. Et ce monsieur, c'est mon père. Et donc, on est plus ou moins dans les débuts des années 70. Et vous avez une dame à Ziguinchor qui repart vers Goudomp pour annoncer à ses parents qu'elle ne va pas se marier avec son oncle, mais qu'elle veut épouser quelqu'un d'autre. Et je crois que ça, c'est le premier acte de résistance qui a été posé dans ma vie avant moi. Et ensuite, mon père, je le dis souvent aux gens, c'est le premier féministe dans ma vie, père de 4 filles et un garçon, mais qui a décidé de mettre toutes ses filles à l'école, de les soutenir dans leurs choix militants. Et donc voilà, pour moi, c'est assez évident. Je pense que je viens aussi d'une longue lignée de privilèges. Mes 2 grands-parents sont des chefs religieux, des marabouts de la Hadria. Et donc forcément, mon père et ma mère font partie au niveau social de gens très respectés. Mon père a eu à s'expatrier pour son travail et donc on a aussi vécu à l'étranger. Et tout ça, ça fait beaucoup de privilèges, mais ils se sont attachés beaucoup à ce qu'on ait un lien très fort avec le Sénégal en général et la Casamance en particulier. Et donc du coup, tous les étés ou un été sur 2, on venait à Dakar et on atterrissait, je me rappelle, on allait chez le tailleur, on allait chez la coiffeuse et on prenait la route par Kaolack à l'époque pour aller à Sédhiou. Et donc tous ces privilèges ne m'empêchaient pas de voir quand on allait dans le village de Marsassoum ou dans le village de Kaour, comment les femmes, les filles, y compris nous, étaient levées aux aurores, balayées, cuisinées, lavées, porter de l'eau pour les frères, les cousins, etc. Et très vite, je me suis aussi rendu compte, quand on était sur ces routes, de comment vivait le Sénégalais qui n'avait pas eu accès aux études supérieures, qui n'avait pas accès à certaines mannes économiques. Et oui, dans ma petite tête de petite fille, je me suis dit que ce n'était pas normal. Et petit à petit, j'ai essayé de faire des choix qui m'ont permis d'essayer de changer ça, pas seulement au niveau de la Casamance, pas seulement au niveau du Sénégal, pas seulement au niveau de l'Afrique, partout où j'ai pu. Je pense que j'en ai beaucoup. J'ai eu beaucoup de chance de travailler très tôt. J'ai eu mon premier emploi à l'âge de 25 ans au tribunal pour le Rwanda. Et j'ai honte de l'avouer aujourd'hui, mais je crois vraiment quelques années avant ça, je n'étais pas du tout au courant de ce qui s'était passé en 1994, parce que moi à l'époque j'avais 14 ans. Et je me rappelle juste d'avoir des souvenirs de mes parents qui éteignaient la télé régulièrement, alors que d'habitude on dînait avec le journal de 20 h. Et de avril à juillet 1994, il n'y avait pas de journal de 20 h. Et c'est en 2005, déjà en 2003 pendant mes études, mais en 2005, que vraiment je me suis rendu compte pourquoi mes parents avaient éteint la télé. Et comme j'étais l'une des seules personnes qui ressemble à une Rwandaise, ou en tout cas à une Africaine,
C'est moi, à 25 ans, qu'on a envoyé au Rwanda, depuis la Tanzanie, pour interviewer les survivantes de viols en réunion pendant le génocide. Et souvent, il y avait ce mimétisme parce que certaines avaient le même âge que moi. Et quand elles me racontaient ce qu'elles avaient vécu pour que moi je puisse le ramener à donc, ce fameux rôle modèle à Arusha, je me disais, mais moi à ce moment-là, j'étais à tel endroit, moi à ce moment-là, je passais mon brevet, moi à ce moment-là, je faisais ça. Et j'étais vraiment très très affectée, comme beaucoup de personnes qui travaillent dans ce domaine, je dormais plus, je mangeais plus. Et il y avait cette dame qui était ma patronne à l'époque et qui s'appelle Silvana Arbia. C'est une juge italienne anti-mafia à la base. Et Silvana était donc la procureure adjointe sous le procureur gambien Djamé. Et elle m'a beaucoup aidée parce qu'elle m'a dit, tu sais, on fait ce travail parce que nous, on a eu la chance de ne pas le vivre. Et comme on n'était pas là, et comme à l'époque, on ne pouvait rien faire, aujourd'hui, parce qu'on est des juristes, aujourd'hui, parce qu'on est au tribunal, on peut rendre justice à ces personnes survivantes ou mortes. Et ça a été, de toute ma carrière, je pense, un moment déterminant, parce que moi, j'avais décidé d'arrêter, je me disais que ça ne valait pas la peine, j'avais que 25 ans. Et elle m'a dit, moi, j'ai fait ça toute ma vie et je pense que si tu es juriste, tu peux faire ça et beaucoup d'autres choses. Et le fait que quelqu'un vous dise, même si vos parents, comme vous l'avez dit, vous ont encouragé toute votre vie, n'étant pas complètement du même domaine, c'était très difficile de partager avec eux. Ma mère était quelqu'un de très anxieuse, donc je n'osais pas lui raconter où est-ce que j'allais. Même si c'était 10 ans après le génocide, il y avait encore beaucoup d'endroits extrêmement dangereux, c'est encore le cas aujourd'hui. Et donc du coup, j'avais cette espèce de dualité de vie, mais cette femme m'a ouvert cette idée que c'était possible et qu'il fallait le faire. Et en fait, très vite, je suis tombée sur mon deuxième rôle modèle, qui est aujourd'hui la directrice exécutive de l'ONU-SIDA, c'est Winnie Byanyima. Winnie et moi donc, avons en commun le Rwanda, parce que Winnie est de l'Ouganda, mais d'une ethnie très proche de celle des Tutsis. Et donc, à l'époque, elle avait adopté beaucoup d'orphelins du génocide. Et je crois qu'on s'était croisés à une conférence sur le Rwanda ou quelque chose comme ça. Et elle, ensuite, est devenue ma chef. Et c'est une amitié qui dure depuis 2006, donc depuis 16 ans. Et c'est une femme, comme beaucoup d'autres, qui m'ont inspirée, parce que comme j'étais très jeune, la plupart des femmes avec qui je travaillais étaient des femmes assez âgées et m'ont aidée à gagner beaucoup de temps, aussi bien professionnellement que personnellement, en me faisant bénéficier de leur expérience. Donc c'est difficile pour moi d'en donner, mais je citerai ces deux-là. Et si je dois citer quelqu'un au Sénégal, je crois que Fatou Camara, l'ancienne présidente de l'AJS, est vraiment quelqu'un de tellement courageux et de tellement déterminé à transformer la vie des femmes sénégalaises, mais de tous les Sénégalais, avec le travail qu'elle fait aujourd'hui à l'université avec les jeunes. Ce sont toutes quasiment des juristes. Winnie est économiste et politicienne, mais vraiment les grandes juristes, les grandes femmes économistes, il y a Yacine Fall aussi qui est aujourd'hui militante politique. Mais c'est toutes des femmes qui, d'une manière ou d'une autre, m'ont soutenue et me soutiennent encore et m'ont montré aussi ce qui était possible de faire sans souffrir trop. Parce que je suis sûre qu'on en parlera, nos combats des fois nous mettent en marge de la société, de nos cultures et des gens. Mais elles m'ont donné cette force, ce courage de les suivre. Il y a beaucoup de choses, mais moi je crois que c'est surtout les rencontres et les rencontres qui durent. Ce qui m'a marqué positivement, je pense, c'est de revoir une de mes anciennes témoins, qui étaient donc des témoins protégés, dont nous seuls connaissions l'identité, de revoir l'une d'entre elles occuper l'une des plus grandes fonctions dans son pays, au Rwanda, aujourd'hui, alors qu'à l'époque où on s'est rencontrés, elle avait perdu toute sa famille. Je pense qu'il y a beaucoup de joie. En ce moment au Kenya, l'une de nos compagnes de lutte risque de devenir vice-présidente, Martha Karua. En Colombie, 2022 c'est une bonne année. En Colombie, notre sœur est devenue vice-présidente. Elle militait pour les droits des personnels domestiques et aujourd'hui elle est vice-présidente. Je pense que c'est vraiment de voir des destins de personnes qu'on a soutenues à des moments difficiles, qui voulaient abandonner, mais qu'on savait qu'elles pouvaient devenir quelqu'un et faire quelque chose, et qu'elles l'ont fait.
Et je crois que quelque chose de positif, c'est dans une période comme celle-ci où il y a eu Covid, etc., c'est de se rendre compte qu'on avait raison, qu'on a dit beaucoup de choses que personne n'a écoutées et que finalement l'humanité a été obligée d'écouter. Il fut un temps où quand on disait que le monde devait s'arrêter pour, je ne sais pas, les droits des femmes, les droits des enfants, le climat, tout le monde rigolait en disant mais non, le capitalisme est là, même si le soleil tombe dans la mer, on va continuer à travailler. Et pourtant, il y a quelque chose, on ne sait pas, une chauve-souris ou autre chose à l'autre bout de la planète, qui a fait que toutes les rues du monde ont été vides pendant plus d'un mois. Et donc moi ça, je trouve que c'est positif. Je regrette les milliers de morts, c'est vrai. Mais ce que je trouve de positif dans Covid, c'est qu'on nous a toujours dit que certaines choses étaient impossibles et Covid nous a montré que c'était possible. Et beaucoup de gens ne pensaient pas que le militantisme était important. Et on a vu sortir dans la rue des Européens, des Américains, des gens de toutes les confessions et de toutes les nationalités pour leurs droits. Alors qu'à l'époque, on nous disait que vous êtes des droits de l'hommistes, des agitateurs, des activistes. Et finalement, tout le monde est devenu activiste, s'est rendu compte de ce que ça peut être la privation de droits. Et le dernier point, je pense, c'est tout ce qui touche au système sanitaire. J'ai participé à beaucoup de colloques autour de Covid et l'impact, etc. Et je me rappelle quand il y avait les images des infirmières italiennes avec le masque qui les blessait. Évidemment, on était en totale solidarité avec eux, etc. Mais moi, je rappelais à nos collègues des autres régions que tous les jours, c'est Covid pour les infirmières d'Afrique et les infirmiers d'Afrique et d'Asie et d'Amérique latine, et que ce n'est pas Covid qui a montré ça. Et que donc, on est très malheureux pour ceux qui ont beaucoup souffert, mais que finalement, il y a des choses qu'on a dit depuis longtemps, qu'on n'investissait pas assez pour la santé, qu'on n'investissait pas assez pour les droits. Et aujourd'hui, Covid a forcé tout le monde à s'en rendre compte. Alors, d'abord, moi, mon combat, c'est vraiment un combat, je suis féministe, je le revendique. Et beaucoup de gens me demandent, surtout ici, mais qu'est-ce que ça veut dire être féministe? Pour moi, je lutte pour le choix de tout un chacun. Et ça veut dire que quel que soit votre choix, quelle que soit la manière dont vous décidez de vivre votre vie, que vous soyez un homme, une femme, un enfant, un garçon, une fille, moi, je me battrai pour ce choix, même si je ne suis pas d'accord avec. Parce que je pars du principe qu'une société de droit doit respecter le choix des gens à vivre comme ils veulent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans mon combat pour les droits, souvent les gens me disent, comme vous le faites, les droits des femmes, les droits des enfants. C'est vraiment le droit de toutes les personnes qui sont en marge. Et des fois, il y a des femmes ou des enfants qui sont beaucoup plus privilégiés que certains hommes qui vivent avec un handicap, etc. Mais il y a une chose pour moi, et pourquoi mon combat s'est concentré pendant longtemps sur les femmes et les filles en particulier, c'est qu'on sait très bien que partout dans le monde en général, mais aussi particulièrement ici, c'est des personnes qui partent avec un retard surtout parce que, vous le savez, les pesanteurs socio-culturelles, les préjugés, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal, et ça tombe bien, nous venons de voter, et je crois que les résultats arrivent, mais il me semble que nous allons avoir une assemblée nationale avec 43% de femmes, c'est les chiffres qu'on m'a communiqués hier. Et ça nous montre que la loi sur la parité, que je vois encore décriée, et je n'arrive pas à croire que ce soit le cas, là où certains voient un luxe, que certaines d'entre nous avons imposé au Sénégal, c'est quelque chose qui nous permet de quasiment respecter la réalité de notre assemblée. L'Assemblée nationale du Sénégal, comme toutes les assemblées au monde, est censée être une exacte copie de la population. Et il me semble qu'au Sénégal, il y a 52% de femmes, et donc on a encore quelques pourcents à augmenter. Mais mon combat, c'est vraiment, vraiment un combat pour la dignité, un combat contre l'injustice, où qu'elle soit. Et donc, quand il s'agit de femmes et de filles en particulier, mais j'ai eu à défendre les droits d'hommes, de personnes qui étaient indexées. Pour moi, j'en rencontre beaucoup et je fais du mentorat, j'essaye en tout cas. Ce que je leur dis souvent, parce qu'on me dit « Ah, mais comment vous êtes arrivé ?» Et je leur dis, moi en tout cas, ce qui m'a réussi, c'est l'humilité.
C'est-à-dire que vous pouvez avoir des masters, des grands diplômes, parler beaucoup de langues. Si on vous demande au début de votre carrière de faire certaines tâches, il faut les faire. Parce qu'en apprenant à faire, vraiment organiser une réunion depuis la première invitation, courir chercher des billets d'avion, etc., tout ça, c'est très formateur. Donc la fierté mal placée souvent empêche de grandir. La deuxième chose, c'est la patience. Parce que je pense que beaucoup de fois, moi, il y a des opportunités qui sont sorties et les gens me disaient « mais oui, vas-y, vas-y ». Et des personnes assez sages m'ont dit « moi, je pense que tu devrais attendre ». Et vraiment cette idée de savoir faire ce pourquoi on avance. Et donc ce phénomène de promotion trop rapide, ce phénomène de ne pas être préparé, c'est quelque chose qui est regrettable parce qu'au bout d'un moment, on finit par se retrouver dans une situation où on est obligé de prétendre savoir et donc on ne peut pas vraiment avancer, où on gâte un peu sa réputation professionnelle et personnelle et c'est regrettable. Je dirais aussi de ne pas hésiter à reconnaître quand on se trompe. Ça peut être par rapport à un travail, ça peut être par rapport à un environnement toxique. Ne pas penser qu'il y a le professionnel ou le personnel, parce que je ne pense pas qu'on puisse tout avoir, mais on peut quand même avoir pas mal de choses. Et je pense que le conseil à une jeune fille qui a eu le même parcours ou la même filiation que moi serait très différent du conseil à une jeune fille qui est dans une famille où on lutte pour savoir ce qu'on va manger ce soir, où on a décidé peut-être de faire étudier son frère plutôt qu'elle. Et je dirais que pour cette jeune fille-là, c'est qu'il n'est jamais trop tard et qu'il y a des femmes qui ont été plus privilégiées ou même des jeunes filles qui ont été plus privilégiées, qui sont sûrement prêtes à être solidaires. Je crois que c'est quelque chose que je vois de plus en plus et c'est vraiment de l'espoir. C'est difficile quand on sait ce qu'on sait sur la vie des jeunes femmes aujourd'hui, la violence, beaucoup de choses, mais je pense que l'espoir est permis. Quand on se retrouve, moi ce qui m'a aidé à tenir toutes ces années, que ce soit les difficultés personnelles ou les difficultés professionnelles, ça a été le mouvement des femmes et le mouvement féministe qui m'a toujours soutenue. Et moi j'enjoins les jeunes femmes qui se sentent seules, en mal d'orientation, etc., qui ne savent pas vraiment quoi faire, à rejoindre les différentes plateformes. Il y en a plein au Sénégal, il y en a plein en Afrique, où on peut militer. Et souvent, on milite pour quelque chose, on commence à militer pour quelque chose qui est très personnel. Beaucoup de personnes militent contre quelque chose qui leur est arrivé ou pour quelque chose qu'elles aimeraient voir arriver. Et ça, c'est aussi quelque chose que je recommande parce que des fois, il y a des modes. On dit, en ce moment, c'est cool d'être féministe, alors on va être féministe. Je crois qu'il est aussi important de se rendre compte du prix de la lutte. C'est pas facile, on a perdu beaucoup de camarades. Nous, on a la chance, entre guillemets, d'évoluer dans des pays en Afrique de l'Ouest francophone où il est encore permis de dire certaines choses et bon, au pire, on va se faire un peu crier dessus sur un plateau où il y aura la famille qui ne sera pas contente, mais on reste en vie. En Afrique de l'Est, en Afrique australe et en Afrique centrale, ces 5 dernières années, on a perdu beaucoup de camarades, des sœurs, des frères qui ont perdu la vie dans la lutte. Et donc, moi souvent, les jeunes femmes et jeunes hommes qui m'admirent et me disent « Oh, moi je veux faire pareil », je leur dis « c'est pas facile ». Moi je pense que c'est pas facile, mais ça en vaut la peine. Ce qui est important aujourd'hui, une année comme 2022 où on a des élections majeures dans la plupart des pays qui sont vraiment les pôles régionaux, Sénégal, Kenya, beaucoup de pays, je pense que c'est pour que les gens réagissent, vraiment réagissent à cette démission citoyenne et surtout les jeunes, les femmes, les personnes qui ont tant de choses à dire et qu'on retrouve dans la rue, qu'ils utilisent cet outil qui est à notre service et surtout nous dans les démocraties participatives reconnues, je pense que c'est très important. Aujourd'hui, si on laisse les urnes vides, on laisse d'autres décider. Et on pourra aller dans la rue, critiquer, dire qu'on nous a volé nos votes. Si on ne vote pas, forcément quelqu'un d'autre votera. Et je pense que j'aime beaucoup l'histoire, donc je regarde souvent ce qui s'est passé à des périodes clés comme ça, charnières, à d'autres moments, et je me dis, mais si Mandela, Sankara et d'autres étaient restés à la maison en se disant c'est le problème de quelqu'un d'autre,
Aujourd'hui, il y aurait encore l'apartheid. Aujourd'hui, on aurait tous ici dans cette pièce la nationalité française et vous savez très bien dans quelles circonstances on vivrait sous la colonisation. Pour que les choses changent, à des moments beaucoup plus difficiles et avec beaucoup moins de moyens, des hommes et des femmes d'Afrique se sont levés et se sont battus, ne serait-ce que pour qu'on ait ce droit de vote. Donc moi, le fait que les gens ne l'utilisent pas, je pense que ça c'est très grave. L'autre chose, c'est la division. Dans le cadre des dernières fonctions que j'ai occupées, que ce soit Amnesty International ou en ce moment à la fondation Hewlett, j'ai eu à parcourir des pays où on était unis dans le temps. Et aujourd'hui, on se définit, au lieu de se définir par notre identité nationale en tant que citoyen d'un pays, on essaye de se définir par des ethnies, par des religions, par des castes et des choses comme ça, avec beaucoup de haine. Et je pense que les pères fondateurs de nos différentes indépendances, ce n'était pas ce qu'ils avaient comme vision, et les mères fondatrices non plus. Et ça me fait beaucoup de peine, parce que je pense que je ne suis pas le genre de personne à croire dans les théories du complot, mais sincèrement, ça m'étonne que chaque fois qu'un pays décide de se lever et d'être indépendant économiquement, financièrement, politiquement, soudainement, il y a des personnes qui décident qu'ils sont citoyens de deuxième zone ou des choses comme ça. Je pense que la question qui se passe, surtout dans notre région, autour de certaines populations, on peut en parler, c'est très très triste. Je crois que l'ennemi, s'il y en a un, n'est pas à l'intérieur des frontières de l'Afrique. Moi, je suis anti-colonialiste, anti-raciste, et je pense que le fait qu'un pays, quel qu'il soit, que ce soit les États-Unis, la France ou la Russie, puisse convoquer tout un continent, il n'y a pas besoin d'être astrophysicien, économiste, juriste ou quelque chose pour trouver ça pas normal. Donc moi, le jour où l'Union européenne permettra au Nigeria d'être observateur dans ces élections, de participer au Conseil des ministres de l'Union européenne, moi je n'aurais aucun problème à ce que, comme il en est de coutume en ce moment, des représentants de pays européens soient là pendant les débats de l'Union africaine et de la CEDEAO et de la SADC. Moi je pense qu'un principe fondamental et fondateur du droit international, c'est la réciprocité. Et malheureusement, je trouve que l'Afrique, ça doit venir de notre culture, de l'accueil, etc. Il serait temps qu'on l'applique.